Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici sur le plateau de l'École du Futur. Vous allez le voir en programme magique aujourd'hui. D'abord, elle donne l'heure, oui, mais aussi votre fréquence cardiaque ou encore votre géolocalisation. Les montres connectées renferment de précieuses données, mais surtout quand elles sont au poignet de vos enfants. Débrief avec la CNIL, c'est à suivre. Une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est celle de Guillaume Gralet. Guillaume, moqué par certaines stars du numérique comme Elon Musk, encensé par les partisans des crypto-monnaies, le Web3 déchaîne littéralement les passions de l'univers de la tech. Ouais, c'est assez dingue. On attend le Web4, on en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, le Web3, absolument passionnant. Il promet beaucoup de choses, mais peut-être un peu trop, on en parlait tout à l'heure. Justement, ce sera vraiment notre question. Et puis, ils ont plus d'un tour dans leur sac et surtout, ils ont troqué les baguettes pour le smartphone. Qui sont ces néo-magiciens? Comment utilisent-ils la tech pour jouer avec nos émotions? On en parle aujourd'hui, on est très chanceux de les avoir tous les deux en plateau, des maîtres du genre. Moula, vous êtes magicien augmenté, le fondateur d'Augmented Magic. Et Vincent Bruno, Vincent, vous êtes un des pionniers de la magie technologique et le fondateur de SparkUp. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour. Mais d'abord, faut-il se méfier des montres connectées? Réponse tout de suite avec la CNIL. Et le contrôle parental va être bientôt installé sur les équipements connectés des mineurs. C'est l'Assemblée nationale qui vient de donner son feu vert au texte en première lecture à la mi-janvier. Tous les objets sont concernés, des smartphones aux consoles, en passant par les montres connectées. L'occasion pour nous de comprendre leur fonctionnement avec la CNIL tout de suite. Les montres connectées pour enfants, c'est tendance. C'est près de la moitié du marché mondial de la montre connectée. Alors oui, c'est pratique pour communiquer avec son enfant, savoir précisément où il est, avec une alerte possible. L'encourager à faire du sport, le divertir. Oui, mais voilà, l'usage excessif d'une montre connectée par un enfant comporte des risques. Elle peut affecter le rapport de confiance et le dialogue que l'enfant entretient avec ses parents. Elle peut donner l'impression d'être observé en permanence et conduire à un sentiment de culpabilité. Et elle présente des risques si l'accès à l'appareil ou aux données n'est pas sécurisé. Avant d'opter pour une montre connectée, voici donc nos conseils et les questions à se poser en famille. Tout d'abord, pour minimiser l'impact sur la vie privée de son enfant, il faut s'interroger sur ses besoins. Si l'usage est surtout lié à l'activité sportive, un simple capteur d'activité non connecté pourrait-il suffire? Si vous n'avez pas besoin de la géolocalisation, est-ce que vous pouvez la désactiver? Faites également attention aux produits tout en un qui collectent beaucoup de données sans nécessairement répondre à vos besoins réels ou ceux de votre enfant. Enfin, pensez à associer vos enfants à la décision d'achat, à les informer et à leur apprendre à paramétrer correctement leur nouvelle montre. La CNIL rappelle que l'utilisation d'un smartphone par un élève est interdite à l'école maternelle, à l'école primaire ainsi qu'au collège. C'est également valable pour une montre connectée. Alors Moula, Vincent, est-ce que vous avez déjà joué avec des objets connectés dans vos tours respectifs? Vincent? On va dire que la technologie et les magies connectées peuvent aider les magiciens forcément à percevoir le monde différemment. L'IoT, les objets connectés, Moula, là aussi c'est un terrain de jeu pour vous? Oui. Alors en général, j'utilise des objets connectés, mais je ne le dis pas. Et voilà, je vous l'avais dit, ils ont vraiment plus d'un tour dans leur sac. Tout de suite, abracadabra numérique. Et ils sont insaisissables. Les magiciens illusionnistes s'appuient depuis toujours sur les moyens techniques, justement, dans leur spectacle. Aujourd'hui, ils brouillent les pistes et la frontière entre le réel et le virtuel avec le numérique. Mais quand on parle de magie augmentée, de magie technologique, on parle de quoi exactement, Vincent? Alors, la magie connectée, la magie technologique, c'est surtout une extension, on va dire, de techniques de magie qui existent depuis des siècles. Et ça va être une façon, d'ailleurs, la magie augmentée, ça va être une façon un petit peu d'augmenter cette réalité. Donc un tour qui va être vu et revu des centaines de fois d'une certaine manière, on va avoir une possibilité grâce à l'outil, grâce au digital, grâce à la tablette, grâce peu importe au support digital qu'on va utiliser, d'augmenter cette expérience, d'augmenter la perception de cette expérience, puisque finalement on va vivre l'expérience différemment. Et d'une manière peut-être un peu plus moderne aussi, puisque c'est des outils comme un téléphone ou un smartphone ou un écran qu'on va avoir dans son quotidien. Moula, je vous vois évidemment boire les paroles de Vincent. C'est fou, c'est complètement dingue. Il y a beaucoup d'amour sur ce plateau, je vous le dis tout de suite. Justement, cette magie connectée, cette magie technologique, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voudriez la définir? Alors, en fait, pour moi, c'est vraiment un véritable outil.
parce que quand j'étais enfant, j'imaginais qu'on pouvait s'envoler, faire apparaître des objets, mais pas derrière des foulards, pas derrière des confettis. Je voyais vraiment les objets se matérialiser dans les airs, un peu à la façon d'Iron Man qui manipule les hologrammes de ces super-héros. Et quand j'ai commencé la magie, je me suis dit, il faudrait ajouter une couche qui permette de passer une nouvelle forme de magie, quelque chose de plus magique en fait. Et quand j'ai découvert toutes ces technologies de la réalité virtuelle, toutes ces technologies de la 3D, de la génération en temps réel 3D, je me suis dit, il faut absolument intégrer ça pour créer une nouvelle forme de magie. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, c'est important de dire magie augmentée parce que ça reste de la magie et la technologie est un nouvel outil qui permet de créer des nouveaux types d'illusions. Un peu comme ça a été fait depuis toute l'histoire de la magie, sauf que les outils d'aujourd'hui, c'est le numérique, c'est la réalité virtuelle, c'est les hologrammes, c'est toutes ces choses-là. Si je l'entends bien, c'est comme un instrument de musique, c'est un instrument qui vous permet de jongler entre les tours et entre les effets magiques. C'est exactement ça. Pour moi, c'est au même titre qu'un paquet de cartes, un iPhone, une tablette, la possibilité de générer des hologrammes, de générer des lasers. Pour moi, c'est juste des nouveaux outils qu'on peut utiliser en magie. Si à l'époque, les gens faisaient des tours avec des gants blancs qui transformaient en colombes et qu'ils avaient un petit foulard et qui faisaient apparaître quelque chose, c'est parce qu'ils s'habillaient vraiment avec des gants et avec des pochettes. Et c'était leurs accessoires de la vie de tous les jours. Exactement. C'est une évolution des accessoires d'antan. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'on remplace le magicien, le chapeau du magicien qui faisait apparaître des objets par une tablette. Voilà. Il faut le voir de cette manière-là. C'est l'approche qui est intéressante. C'est le chapeau du magicien est devenu une tablette ou un écran virtuel. Alors justement, on va se poser cette question parce que la magie, c'est quoi? C'est une passion, c'est une profession. Vincent, vous décrivez comme magicien, self-made man. Vous dites que la magie est venue vous chercher dès l'âge de 6 ans. Elle ne vous a pas quitté visiblement puisque vous en avez fait votre profession pendant 15 ans. Alors moi, je n'ai jamais voulu être magicien. C'est pas du tout un projet. Ça vous est tombé pas le rêve. J'ai pas eu le rêve d'avoir la boîte de magie à l'âge de 6 ans. Je me suis retrouvé dans une colonie de vacances à faire de la magie. À la fac, mon prof donc TD de maths faisait de la magie. Mon prof de clarinette au conservatoire me faisait de la magie avant chaque cours. Donc je me suis retrouvé confronté à la magie toute ma vie. Comme par magie. Exactement. Et après mes études, j'ai décidé, avec de nombreuses rencontres et de magiciens, j'ai eu un déclic. Et j'ai décidé de devenir magicien, mentaliste et de travailler en tant que professionnel pendant des années. Moula, pour vous, c'est différent parce que vous étiez en école d'ingénieur quand le déclic est arrivé, quand surtout vous avez pu explorer vos talents de magicien. Ouais, alors en fait, on va dire qu'il y a un déclic qui est arrivé, mais en fait, alors moi, c'est un peu l'opposé de Vincent. C'est que je rêvais de la magie, j'ai eu la boîte à magie. Il est là, l'enfant qui a eu la boîte à magie. Moi, j'étais comme ça devant les films de science-fiction et mes parents, un jour, ils m'ont dit, tiens, une boîte à magie pour Noël. Et j'étais, c'est génial. Je voyais David Copperfield à la télé, j'étais, c'est ce que je veux faire, c'est génial. Je voulais devenir super-héros au début. Et après, c'est pas mal, ça. On y est à peu près, là. Ouais, après, j'ai commencé du coup la magie. Alors j'ai fait une école de magie et j'ai appris à faire disparaître des pièces, disparaître des choses. Et mon père avait un restaurant à l'époque. Du coup, je faisais des tours à tous les clients. Mais dès l'âge de 10 ans, j'étais à toutes les tables. Il me disait, bon, maintenant, il faudrait peut-être que tu ailles dormir. Il est 21h, c'est un peu tard. et du coup, là, je suis arrivé à cette confrontation où il manquait quelque chose. Et je suis allé en école d'ingénieur dans le but d'intégrer ces technologies à la magie. D'accord. Et là, j'ai eu la révélation en me disant que c'était possible. Et j'ai passé 5 ans en école d'ingénieur à détourner tout ce qu'on apprenait pour en créer des illusions, en fait. Être enfin un véritable ingénieur, c'est-à-dire jouer avec les technologies, les déconstruire, se les approprier pour pouvoir justement mieux les comprendre. C'est ça. Et je pense que en fait, la magie, c'est un peu l'opposé de l'ingénierie, parce que l'ingénierie, c'est fait pour expliquer le possible. Et la magie, c'est la même démarche pour créer des choses impossibles. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, d'ailleurs, magiciens. Et puis la pratique, comme on dit un magicien, c'est la pratique. Ton papa avait un restaurant, moi j'ai dans des restaurants, dans des bars aussi. À un moment, on a besoin de se confronter à un public pour pouvoir réaliser l'impact qu'un tour de magie peut avoir sur une personne. C'est ce qui crée, c'est ce qui modélise en fait dans la tête la création d'un effet et la pratique et l'envie. Et le public, vous y êtes très rapidement confronté puisque Moula, pour vous, c'est l'émission La France, un incroyable talent qui vous a fait connaître à ce grand public. Aujourd'hui, vous vous produisez sur les scènes du monde entier. Moula dans ses œuvres, ça donne ça. Join me in welcoming, ladies and gentlemen, Moula. 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 Le Moula, voilà, le voilà. Voici Moula.
vous-même, vous n'en croyez pas vos yeux. Dites donc, c'est drôle ça. Vous vous êtes appuyé aussi sur YouTube, sur Instagram et plus récemment sur TikTok pour développer de nouveaux tours. Ça veut dire quoi? Que le public aujourd'hui en magie, il est forcément sur les réseaux sociaux? Alors, en fait, ce qui s'est passé, on ne peut pas le nier, il y a eu des séries de confinements, un coronavirus qui est arrivé, et du coup, on est passé de jouer au Zénith de Paris à une semaine, tout annulé. Du coup, c'était un peu violent. Et du coup, je me suis dit à l'époque, comment je faire de la magie à un moment où il n'y a plus de public, en fait, et où c'est plus autorisé de faire des événements ou des spectacles. Et du coup, là, on a commencé à se dire, on va créer du contenu, mais plus pour les réseaux sociaux. Il se trouve que sur TikTok, ça a généré des millions de vues, des centaines de milliers d'abonnés. Et après, j'ai fait ça pendant la période de Covid. Et du coup, ça a ouvert, on va dire, une autre communauté, une nouvelle forme que je n'avais pas forcément travaillé avant. Sans compter, après, on pourra en parler plus tard, mais la partie de comment créer de la magie sans avoir un public qui est physiquement présent. Ce que je faisais pas plus tard qu'hier, étant donné le contexte sanitaire actuel, quoi. Et on va transmettre des émotions, quoi. Ouais, absolument. C'est ça. À des gens qui sont pas physiquement à distance sur place. Du coup, comment un objet se téléporte de Tokyo à Paris et la personne comprend pas pourquoi il est plus dans sa poche et que cet objet est ici. Alors que c'est son téléphone avec toutes ses données, dont les cartes bleues. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Des publics bien réels, ça c'est vous justement Vincent qui avez été confronté, qu'on fait de la street magie sous votre nom de magicien, Senzo. Vous avez été un des pionniers de la magie technologique, on le rappelait tout à l'heure, notamment à la tête de plusieurs émissions où vous mettiez la magie à l'honneur, comme La Grande Illusion sur France 3. On vous voit exercer vos talents de street magicien sur une émission que vous présentiez pour France 4 notamment. La street magie, c'est quoi exactement? Parce que là, on est vraiment aux prises avec les gens, avec un public bien réel, lui. Voilà, là, on est dans le virtuel à fond. Quand on remonte il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas encore toutes ces technologies. Donc la street magie, le concept, c'était de casser un peu le show à l'américaine. C'est-à-dire, je viens dans un théâtre, je regarde un spectacle, le magicien fait son show et ça se termine. Il y a un peu d'interactivité avec le public. Là, l'idée, c'était de dire comment je vais apporter de la magie dans un cadre réel, la vie de tous les jours, dans un café, et créer un effet supernaturel avec quelqu'un qui est en train de boire son café ou manger des sushis ou en train d'essayer des vêtements dans un magasin. Donc c'était ça le concept de la street magie. Il y avait cette mode avec David Blaine, Cyril Takayama au Japon, toute cette grosse mode il y a 10 ans de la street magie. Donc voilà, je me suis dit c'est génial, il faut faire ça. C'était un petit peu le côté nouveau de la magie, d'apporter la magie proche des gens et au contact des gens. Alors justement, on revient sur notre aspect technologique, parce qu'aujourd'hui, cette technologie, elle représente quoi pour vous? Est-ce que c'est un outil, un moyen aussi d'adapter votre art, l'art de la magie, au 21e siècle? Vous avez 4 heures, non, je rigole. Combien de temps, surtout, vous travaillez en amont? Parce que ça, on ne le dit jamais assez. On a cette illusion, cette impression que tout est simple, tout est facile sur scène ou dans vos vidéos, mais parfois, il faut travailler près de 5 ans pour mettre au point une technologie pour un tour Moula. Oui, je vais répondre à ta question, mais en fait, je viens de voir la vidéo de Senzo et je suis juste choqué d'un truc, c'est que il a dit, ça fait 10 ans, il n'a pas bougé, son visage n'a pas bougé. Du coup, il faudrait qu'il m'explique. C'est ça l'aspect magique. La vraie magie, elle est là. Attends, j'ai un masque, bouge pas. Ok, d'accord. Du coup, alors maintenant, pour répondre à la question, la blague est faite. Alors, mais c'est pas une blague, c'est la vérité. C'est vrai. Non, c'est hallucinant. C'est en 2005. Ouais, 2005, et même. Alors. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est parfois plusieurs années. Il y a même, moi j'ai monté Augmented Magic en 2010, 2011. Il y a des idées qu'on a commencé à développer à l'époque qui en 10 ans ne sont pas encore prêtes et qu'on sortira juste quand ça sera parfait. Il y a des numéros sur lesquels on a par exemple un développement informatique qui est fait, on a un problème technologique et tant que c'est pas parfait, on le présente pas. Après, il y a aussi des numéros, c'est assez magique du coup, qu'on va préparer en une semaine. Le truc, poum, poum, ça va marcher, c'est parfait. Mais du coup, c'est des process qui sont longs et c'est aussi des confrontations par rapport au public. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un numéro phare où je détruis un téléphone, il passe dans l'écran, enfin selfie géant avec toute la salle. C'est celui justement qui m'a fait passer en finale de l'Incroyable Talent à l'époque. Ce numéro, il y a eu plusieurs itérations. Du coup, on a fait une version qui était bien, une deuxième qui était un peu mieux. Et avant d'arriver à cette version-là, il y a eu, je pense, 6 ans avant d'arriver à cette version-là. Voilà, moi, je vais juste rebondir sur l'itération. En fait, quand on fait de la tech, qu'on construit un produit, la magie, c'est de l'itération. On itère constamment un tour de magie. Et
Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les subtilités en magie, une façon de présenter. Et quand forcément on y intègre de la technologie itère, les technologies changent. On est constamment en train d'itérer le software et la magie. Donc entre un tour de magie ou un logiciel, les deux doivent itérer plusieurs fois, une dizaine de fois parfois pour arriver à quelque chose de présentable, qui puisse avoir un impact et qui puisse aussi fonctionner auprès d'un public. Parce que quand on va avoir un public virtuel, on en parlera après, on a un public finalement qui est à distance. Il va falloir engager un public différemment. Donc la communication non verbale disparaît. 70% de votre communication non verbale n'est pas là et les réactions ne sont pas les mêmes. Donc forcément, il va falloir adapter et réitérer ce qu'on avait l'habitude de faire en virtuel sur un live, mais de le faire cette fois-ci en distanciel. Oui, c'est un peu ce dont tu vas nous parler, Guillaume, d'ailleurs, tout à l'heure, la façon d'itérer ces différentes versions du web. Mais justement, ça veut dire que la magie, ça vous a donné aussi un cadre, un mindset en mauvais franglais là aussi, une façon de pouvoir aborder les choses, la technologie qui aujourd'hui vous permet d'aller plus vite peut-être ? Alors, pour répondre à cette question, nous, ça nous est souvent arrivé d'avoir des demandes, notamment avec des boîtes qui nous disaient « Qu'est-ce que vous pouvez créer avec ce produit ?» Le produit n'existe pas encore, il va sortir dans 6 mois, 1 an. Du coup, on crée un numéro avec un produit qui n'existe pas. Et voilà, et on reçoit une carte électronique au bureau qui ressemble absolument à rien. Je citerai pas de nom d'entreprise. Non, on va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Et du coup, nous, on arrive et en fait, on développe le truc et on leur présente le numéro. Et après, quand on présente, ils nous disent « Mais comment vous avez fait ? Notre techno, nos ingénieurs n'arrivent pas encore à faire ça. » Voilà, mais le mindset, juste pour revenir sur ce que tu dis, le mindset, le framework, je sais pas le terme français, pas faire de franglicisme, mais c'est le terme, c'est que finalement, quand on est magicien, le mot impossible, le I et le M devant impossible n'existe pas, puisque je dois faire léviter un micro, je dois faire ce que tu disais tout à l'heure. C'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser. Donc, en fait, un produit qui n'existe pas pour une boîte, et d'imaginer même. J'ai travaillé plein de fois pour des marques qui avaient des problématiques de produits. Bon, on va imaginer comment on va le faire avec notre façon. Donc, ce qui est intéressant, il n'y en a pas forcément une équipe d'ingénieurs ou de produits qui va réfléchir pour commercialiser un produit. Nous, on est là pour le mettre en avant. Et d'ailleurs, quand tu as le public de boîte qui voit ça pour la première fois, il voit le numéro de magie, il se dit mais depuis quand tout ça marche? Alors qu'en fait, c'est encore de développement et ça va arriver après. Donc, si je comprends bien, vous poussez aussi les capacités d'une technologie par cette capacité à imaginer la façon dont elle va pouvoir être reçue, interprétée, utilisée. Ça ne sera pas forcément scalable. On ne va pas pouvoir le déployer à des millions d'échelles. En revanche, oui, on va être capable d'aller beaucoup plus loin qu'une équipe créative qui, elle, va rester finalement sur un cadre très délimité. Donc on va pouvoir forcément l'expérience, l'émotion et la représentation de ce qu'on va faire, forcément on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes d'expérience. C'est ça, je dirais qu'en fait on met de la magie dans de la technologie. Voilà. Du coup c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. On met pas de la technologie dans la magie, là on met de la magie dans des technologies. Exactement. Et du coup ça donne ce résultat. Guillaume, tu aurais rêvé toi d'être Harry Potter quand tu étais petit? Ouais, non mais je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire que souvent, on demande, je pense, aux créateurs, aux ingénieurs, à toutes les équipes, parce que vaut mieux travailler en équipe, d'imaginer. Et là, en fait, vous repoussez les limites du possible. En tout cas, à un instant T, c'est assez fabuleux. Exactement. Et c'est pour ça que la magie est unique. C'est pour ça que quand vous voyez un tour de magie, finalement, il est assez éphémère. Un magicien qui a offert un effet, une autre personne ne pourra pas vous le reproduire de telle manière. Ça reste unique, ça reste une représentation d'instant. Messieurs, on s'arrête en quart de seconde parce que tout de suite on va faire un tour du côté de la planète X. Ce sont peut-être des images qui vont vous étonner, qui vont vous amuser, qui sait. Tout de suite c'est le moment du zap. Et ces images évidemment elles sont montées, elles sont passées à la moulinette, tiens cette fois-ci de Cheryl Jessica Isengay.
de retour, vous le voyez, là, juste ici, sur le plateau de l'École du Futur. On est toujours en plateau avec Moula. Moula, vous êtes un magicien augmenté. Et Vincent Bruno, magicien self-made man, s'il en est, fondateur de SparkUp. Les magiciens réenchantent-ils la tech et comment surtout? On reprend la discussion dans un instant. Mais d'abord, Guillaume Gralet a déjà un temps d'avance. Et Guillaume, tu as forcément une idée derrière la tech, ça tout le monde le sait, mais surtout tu vas nous dire que le Web 3, c'est l'avenir et c'est surtout une nouvelle version du Web qui est prête à changer l'Internet tel qu'on le connaît. Ouais, c'est difficile d'éviter le terme Web 3 dans les conversations en ce moment. Et en fait, on a voulu se replonger un peu dans le passé, revenir 32 ans en arrière. On est en 1990, Marjorie, et est inventé cette année-là le terme du Web. Alors, à l'époque, on va se servir de cet Internet grand public essentiellement pour consulter des pages web, des informations qu'on dit statiques. Et il faudra attendre quelques années pour voir émerger ce qu'on appelle le Web 2.0, où là, en réalité, en s'appuyant sur des bases de données, on va passer de la lecture seule à la lecture et à l'écriture. Dans le même temps, on va voir émerger des plateformes qu'on connaît bien, de Yahoo, plus tard à Google ou encore Facebook. Alors, le Web 3, c'est quoi exactement? Oui, c'est quoi? Alors, on pourrait le définir comme un Internet qui s'appuie sur des technologies open source, mais également sur un fonctionnement décentralisé, en s'appuyant notamment sur la blockchain. Et ça va permettre un partage de la propriété, c'est ça que je trouve assez fabuleux, qui va aller davantage en faveur des créateurs par exemple d'objets virtuels, mais pas uniquement. Et on va avoir un système de plus en plus méritocratique. En tout cas, c'est la promesse de cette blockchain. C'est une promesse, mais quand on parle de biens numériques, justement, qui vont pouvoir être adossés à cette blockchain, on parle desquels exactement? Oui, alors on a bien sûr les crypto-monnaies, le Bitcoin qu'on connaît tous maintenant. Il y en a d'autres, comme l'Ether, les NFT surtout. C'est ça que je trouve très intéressant. Les NFT, c'est un acronyme pour Non-Fungible Token, des biens non fongibles qui peuvent prendre la forme d'un bien de propriété qu'on va pouvoir se transmettre et qui vont être un petit peu comme ce registre au milieu du village. Vous savez, qui vont vous permettre de retracer en permanence un historique de transactions, c'est-à-dire qu'on vous garantit que ce bien appartient bien à telle personne. Alors, très récemment, Marjorie, on l'a vu ensemble, il y a eu une œuvre d'art qui a été certifiée par un NFT et qui a fait son entrée au Louvre. Il s'agit de Looking for Paradise. Et puis, il y a d'autres initiatives très grand public ou qui vont le devenir, parce que c'est encore un tout petit peu compliqué, comme celle d'Arago, qui a été inventée par Pierre-Étienne Pommier et qui veut, elle, créer un album photo grâce à la blockchain. Alors, ceci dit, le Web 3 n'est pas tout à fait exempt de critiques, à commencer par Elon Musk. Oui, parce que pour se balader en fait dans le Web 3, eh bien, c'est bien d'avoir un wallet, c'est bien d'avoir par exemple un MetaMask, c'est-à-dire qu'il faut quand même être un tout petit peu initié. Et Elon Musk dit, lui, que ça ne deviendra jamais grand public, ça va rester un terme à la mode, que ça va surtout enrichir les capital risqueurs. On reproche également à ce fameux Web 3, puisqu'il s'appuie sur la blockchain, d'être extrêmement polluant, de s'appuyer sur énormément de capacités de calcul. Alors, les défenseurs du Web 3 disent, attendez un peu, la nouvelle version d'Ethereum va produire beaucoup moins d'énergie. Et pourtant, ceux qui portent le Web 3 au nu, ils voient une opportunité pour équilibrer les forces en quelque sorte. Ouais, alors là, il faut écouter une personnalité très intéressante, Frédéric Montagnon, entre plusieurs entreprises. Il l'a co-créé Ariani. Il explique que ça va permettre un mouvement de réappropriation, que ça va nous aider à avoir davantage de souveraineté numérique. Et puis, on a la chance d'avoir des Français absolument fabuleux. Sébastien Bourget, par exemple, qui a co-créé The Sandbox. Sandbox, c'était uniquement des jeux vidéo. Ça s'établit de plus en plus comme un métavers absolument fabuleux. On a pu y aller à l'issue de l'événement NFT Paris. Lui, il explique qu'on va même avoir une autre façon de consommer, d'acheter des jeux. On va plus uniquement passer par des App Store, mais on va pouvoir aller sur son jeu pour s'offrir, grâce à un wallet justement, les jeux du futur et même les co-créer. Le Web 3, c'est donc le Web des talents, si je comprends bien. Oui, c'est le Web des talents avec ces pépites françaises qu'on a signalées. Il faut écouter, peut-être pour conclure, Marc Yusko, le PDG de Morgan Crypt Capital, qui lui voit les crypto-monnaies et la blockchain créer plus de richesses que le Web 1 ou le Web 2. On voit que la France a des talents. On a envie de dire, on ne va pas faire la même erreur que pendant le Web 1 ou le Web 2. On va essayer de les encourager et peut-être d'imaginer
un Web 3 assez vertueux. On prend le train de Web3 en marche, messieurs, dames. Merci Guillaume. Moula, Vincent, je vous voyais extrêmement intéressé par la façon dont Guillaume était en train de nous aider à nous emparer aussi, là aussi, de ces concepts, notamment le Web3, parce qu'on l'a bien compris, c'est finalement le tenant d'une série d'autres couches technologiques, de blockchain, de NFT, de métavers aussi, très bientôt. Ce sont des environnements technologiques qui vous parlent, j'imagine, et dont vous pourriez vous emparer aussi à votre tour, Moula. Oui, moi ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression en fait, que ce Web3, en fait, il crée une certaine propriété aux œuvres qui sont sur le web et qui se baladent. Et je pense que c'est quelque chose qui est totalement en faveur de différents arts. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur de savoir la provenance de qu'est-ce qui vient d'où, qui a fait ça en premier. Est-ce que ça, c'est la réalité, la copie avec un objet physique, c'est déjà compliqué, mais avec un objet virtuel, c'est quasiment impossible. Du coup, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très, très intéressant, pas forcément que pour la magie, mais aussi pour toute forme d'art qu'on peut retrouver sur le web. Oui, le NFT qui, via le Web3, redéfinit le concept même et la notion même de propriété. Vincent, pour vous, le Web3, ça pourrait être là aussi quelque chose sur lequel vous pourriez construire? Je pense que un tour de magie, c'est une nouvelle réalité. On est dans un nouveau monde qui est 3D. On pourra avoir un magicien Moula avec un jeu de cartes virtuel et finalement être propriétaire un peu de ce jeu de cartes virtuel qui n'existe que dans la métavers. On va tous avoir cette projection de soi-même, de son avatar. Donc c'est un monde qui se crée en parallèle. C'est de l'attention, c'est du temps qu'on donne aujourd'hui sur des réseaux sociaux, pour ne pas citer les plus gros, Meta. Et en fait, on va donner ce temps-là d'une autre manière, d'une façon de transposer différemment via son avatar et via aussi l'investissement via la blockchain et via toutes ces technologies qui font que je vais acheter mes super chaussures chez tel magasin de sport dans la métaverse parce que j'ai pas envie d'avoir des chaussons en papier. Donc j'ai envie d'avoir des chaussures super stylées. On ne veut pas avoir de chaussures en papier. Je veux investir dans la super veste de Moula parce que je veux être stylé et que je veux ce jeu de cartes. Et finalement, je vais un petit peu appartenir à cet écosystème. Donc moi, je pense que oui, il y a en termes de possibilités et de nouveaux mondes, voilà. Il y a des choses qui vont se faire et ça va être assez intéressant. Vous l'avez compris, le futur de la magie sera tech ou ne sera pas. On continue justement cette discussion dans l'école du futur. Et quoi de mieux que la preuve par l'exemple? Moula, on va pratiquer un peu de magie avec vous. Comment est-ce que ça se passe en pratique un tour? Un tour. Ce qu'on va faire, on va prendre un truc le plus classique, on va dire, de la magie traditionnelle, l'emblème de la magie. On va prendre un paquet de cartes en or. Alors, massif, en or massif, 18 carats, avec des cartes en papier à l'intérieur. Du coup, ce paquet de cartes, je ne vais pas le toucher, je vais te le confier. Okay. Et ce que je veux, c'est que tu vas tout simplement comme ça effeuiller les cartes ici et tu vas choisir tout simplement une carte. Okay. Et quand tu auras une carte qui te plaît, voilà, ça peut être pour n'importe quelle raison. Essaye de ne pas prendre genre roi de pique, dame de cœur, les trucs classiques. Alors, j'effeuille. Baisse bien, comme ça la caméra voit bien. Ouais. Ah non, mais j'effeuille pour de vrai, ça je ne mens pas. Ok. Et tu mets ton nom en gros sur la carte. Voilà, c'est un marqueur indélébile. Je vais juste la montrer aux gens. Ok. Juste ici, moi je choisis cette carte-là. Voilà. Tu veux mon autographe? Ouais, je veux ton autographe, mais en grand, en grand. Et on va faire ça. Pendant que tu fais ça, je peux t'emprunter, non pas ta souris, mais ton téléphone portable. C'est bien parce que c'est toi. Ok. Je fais juste une petite photo dessus. Hop, voilà, on va faire ça. Tac. Alors, on va se mettre comme ça. Hop, voilà, plus beau profil, sourire. Selfie ready. Voilà, hop. Super, voilà. Alors, on va sélectionner une petite photo et on va montrer ça. On va montrer ça à la caméra. Voilà, alors... Tac, est-ce que, on va récupérer ça ici, hop, batterie faible, ok, super. On n'est jamais travaillé que par la technologie, tu sais. Voilà. Du coup, ici, on a donc ta carte, ici, que tu as signée, Marjorie, et on a la photo. Ça va, elle te plaît, celle-là? Moi, allez, on la valide. Ok. On peut changer si tu veux. Ah bah tiens, allez, soyons fous. On refait tout. C'est ça, exactement. Okay. Alors regardez bien. Attention, on fait juste ça. Ouais. Hop, attends, j'essaie de ne pas avoir de reflet pour que tout le monde puisse voir. On est bien, je crois. 1, 2, 3. Alors là, ta photo, regarde ce que c'est devenu. Ouais. Là, si on passe ici sur le paquet de cartes, attention. 1, 2, 3. C'est extrêmement rapide. Mais non. Et voilà. Mais non. Et là, on se retrouve exactement
avec la photo qu'on vient de faire, avec le même sourire, tout pareil, mais sur des Mais cartes que tu viens de signer. Mais c'est incroyable. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Non mais bravo, hein, mais je pense que ça s'applaudit tout simplement. J'allais dire c'est magique. Oui, c'est aussi logique aussi. Vincent, vous êtes en pro pourtant. Moi, j'ai rien vu du tout. Oui, Guillaume n'a rien vu, mais c'est normal. C'est un spectateur toujours émerveillé. Vincent, vous êtes en pro. Par contre, vous avez vu quelque chose. Vous vous doutez quand même de ce qui s'est passé. Moi, nous, pas du tout. Je me suis fait surprendre. C'était magique. C'était magique. Ah bah voilà. Alors, vous êtes aussi des magiciens de l'entrepreneuriat, figurez-vous, puisque vous êtes tous les deux à la tête de start-up. On le rappelait tout à l'heure pour vous. Moula, vous avez fondé Augmented Magic parce qu'il a fallu devenir entrepreneur pour structurer vos spectacles et les gérer à part entière. Ouais, c'est en fait, je pense que aujourd'hui, pour créer des illusions de magie, bon, pas avec juste un jeu de cartes, un stylo, un iPhone, là, on fait avec ce qu'il y a sur le plateau, du coup des petits objets. Mais quand on veut créer des choses comme on a pu voir tout à l'heure avec des grands écrans LED, des grosses images, de l'immersion, il y a un moment donné, on rentre dans cette problématique aussi économique de se dire comment on finance tout ça. Est-ce que moi, en tant que magicien tout seul, je peux déployer ça? Et là où j'ai eu le déclic, c'est aussi quand j'étais en école d'ingénieur et que j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, c'était... Bon, j'ai pas le droit de dire de nom d'entreprise, mais c'était aux États-Unis, dans une grosse boîte. Une grande boîte française, voilà, un grand joyau de l'économie numérique française. Qui commence par un D. Qui finit par un... Un Z. Quoi? Mais non. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu aussi... les événements qui étaient déployés au sein des entreprises, les moyens qui étaient employés pour les développements de ces événements. Et je me suis dit, OK, là, en fait, il y a une carte à jouer. Il faut absolument réussir. Ouais, c'est joli, bravo. Une carte. Et du coup, il y a quelque chose à jouer. Ou comment, avec cette économie-là, ce besoin aussi de communication qu'ont les entreprises, les marques, on arrive à trouver un compromis. On va venir créer de l'émotion dans un contexte d'entreprise, que ce soit de lancement de produits, de team building, en tout cas d'événements fédérateurs, comment on va créer de l'émotion adaptée et personnalisée à des besoins qu'ont vraiment ces personnes-là dans leurs événements. Et du coup, j'ai monté ma boîte, j'ai employé des ingénieurs, des graphistes qui m'ont aidé au déploiement de tous ces logiciels et de toutes ces technologies qu'on utilise aujourd'hui dans les différents spectacles, qu'ils soient d'entreprise, public, théâtre, cinéma, télé, voilà. Vous êtes développeur, vous êtes ingénieur, vous pouvez rejoindre les équipes d'Augmented Magic. Vincent, vous aussi d'ailleurs, vous êtes inspiré de ces notions d'engagement, d'interactivité de votre art pour créer SparkUp. SparkUp, c'est un outil d'interaction, c'est quoi exactement? Alors j'ai fait un peu le même constat. Il y a quelques années, je faisais de la magie aussi pour des corporates, pour des entreprises. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait de nombreux éléments qui étaient extrêmement descendants en termes d'interactivité. Le magicien, la magie, finalement arrive, crée un impact sur le moment. C'est éphémère, c'est fort. Mais je me suis dit, comment on peut faire perdurer et maintenir l'attention des participants, donc l'économie de l'attention, comment faire en sorte qu'on va pouvoir maintenir cette attention pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de conférence. Et c'est là où, en 2010, à l'époque, il y avait des tablettes. Donc, on avait des tablettes au début des smartphones. J'ai commencé à créer une première plateforme à l'époque pour interagir avec le public. Aujourd'hui, c'est SparkUp, donc c'est dans le cloud, c'est avec de la vidéo, forcément, post-Covid. Et c'est à peu près une quinzaine d'activités qui vont permettre, en temps réel, de pousser l'interactivité, de donner la parole à tous les publics. Donc, on fait des événements de 0 à 100 000 personnes, parfois, qui vont tous voter en même temps, interagir, brainstormer, et on va maintenir cette attention, on va dynamiser, finalement, créer de l'engagement en temps réel sur toute la durée de l'événement. C'est peut-être une solution dont vous auriez besoin, Moula, justement, sur les spectacles que vous proposez. Totalement. C'est vrai que moi, je suis toujours très concentré, on va dire, sur la partie spectacle, du coup, du show. Mais moi, ce que je trouve assez magique dans ce que fait Vincent, c'est qu'il a une partie qui est très complémentaire, où il arrive, on va dire, à appliquer des techniques d'attention qu'on a l'habitude sur un moment fort de spectacle, sur l'ensemble, en fait, de l'événement, et sur, on va dire, des problématiques, sur des messages, sur du côté team building que les gens ont vraiment besoin. Et c'est ça, c'est un peu l'art de la magie appliqué à l'engagement du public. C'est ce que je fais, on engage le public. Donc forcément, je me suis inspiré de tout ce que j'ai appris en magie. Comment on fait pour stimuler une audience, comment on fait pour stimuler un public, comment on fait pour garder cette attention dans un monde où on va être présentiel,
On va être digital, on va être phygital, on va être présentiel en ligne. Et on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des événements et des réunions qui sont de plus en plus hybrides. Et c'est tous ces codes qu'il va falloir gérer entre le présentiel et le distanciel. Mais Guillaume, est-ce que les vrais magiciens de l'engagement, en l'occurrence, ce ne sont pas les plateformes ? Oui, justement, tu parlais de méta tout à l'heure, et moi ça me fait penser à la peau interactive sur laquelle planche Facebook avec Carnegie Mellon, et là effectivement on sera dans le digital, c'est-à-dire que les sensations qu'on a dans le physique, on pourra les simuler en virtuel, et inversement, les impacts qu'on aura dans le virtuel, on pourra les ressentir en physique. Je trouve ça assez fascinant. Alors là, pour moi, oui, on est déjà loin. On est loin, on n'y est pas encore, mais on est dans cette direction. On est dans cette direction aujourd'hui, clairement, d'une expérience qui va être... Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait une interaction entre la magie et la technologie, parce que même le nom de ton entreprise Augmented Magic est un hommage peut-être indirect à General Magic. Exactement, et ça c'était un vrai choix. Parce que à l'époque, quand je commençais à réfléchir au truc 2008-2009, j'ai dit je vais appeler la boîte Augmented Magic, et tout le monde autour de moi m'a dit on comprend pas ton délire, Augmented Magic, ça parle à personne, pourquoi t'appelles pas ça New Magic, un truc comme ça quoi. Et moi je me suis dit non, et après on m'a dit magie digitale, tout ça, et j'ai dit non, c'est vraiment de la magie, mais qui est augmentée par les technologies. C'est comme la réalité augmentée qui était présente à l'époque et qui est beaucoup plus présente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans l'esprit des gens de se dire, OK, la réalité augmentée, c'est quoi ? C'est la réalité qui est augmentée par du virtuel. Et en fait, j'ai peut-être sorti le nom un peu trop tôt à l'époque, mais 3-4 ans après, voilà, les gens ont compris c'était quoi le délire. C'est cohérent, c'était peut-être un peu tôt, mais désormais, tout prend sens et fait sens, en effet. D'ailleurs, quand je vous entendais parler avec Guillaume de ces technologies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et vous rappeliez, Moula, que vous employez aussi des ingénieurs chez Augmented Magic, ça prend combien de temps pour développer justement ces logiciels sur lesquels vous allez vous appuyer pendant les spectacles ? Je crois que vous développez quasiment un software par spectacle. En ce moment, oui, en ce moment, c'est ça. Alors, en gros, après, je ne vais pas rentrer dans le secret professionnel. Bah si, juste pour nous, quand même. Ok, alors je vous dis tout. On est entre nous. Entre nous, mais rediffusé à des milliers, des millions. Bon, on espère, ce serait beau. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que nous, on crée, depuis 2010, un ensemble d'outils logiciels qui se connectent tous les uns aux autres. Ces outils-là, ce qui est super pratique, c'est qu'aujourd'hui, on a des briques qui ont déjà été faites dans le passé, qu'on peut plugger, dépluguer. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez fluide et de monter de plus en plus vite des spectacles de plus en plus gros. On va dire qu'à la base de la base de la base, le premier show de 5-10 minutes qu'on a monté, on était obligé de bosser pendant 3 semaines, jour et nuit. C'était plein de bugs. Et on était vraiment comme ça le jour où on l'a joué, parce qu'il y avait une chance sur 2 que tout se plante, quoi. Aujourd'hui, on a des outils stables, ça marche à 100%, mais il y a une phase que les ingénieurs ont l'habitude, mais qu'on oublie un peu dans le spectacle, c'est que avoir quelque chose qui marche une fois, c'est facile. Avoir quelque chose qui marche en répète, c'est facile, on relance. Mais avoir quelque chose qui marche sur une télé où on a 50 millions de téléspectateurs en live et qu'il y a des médias derrière, et qu'on passe 1 minute et qu'on n'a pas qu'il y a la pub et on passe, poum, mais il faut jouer et il n'y a pas de deuxième chance. Là, ça fout un peu plus la pression. Voilà, on peut pas rebooter, quoi. De toute façon, vous acquiescez. Moi, en fait, oui, je suis parti de faire du sur-mesure avec des briques. Pour moi, il faut que ça puisse être scalable, ça puisse se répliquer. Et aujourd'hui, nous, on a une plateforme et on a à peu près 10 millions d'utilisateurs sur notre plateforme, donc, qui utilisent toute la plateforme tous les jours dans une dizaine de pays pour faire des événements virtuels avec de la vidéo. Et on a cette problématique de produit. Donc, on devient un produit. On devient un produit, c'est-à-dire que on sort de comment faire un produit finalement qui soit applicable pour de nombreuses personnes, et donc forcément ça va limiter la créativité puisque tu peux pas aller aussi loin que tu aimerais aller dans l'interactivité, puisqu'il faut que derrière tout le monde puisse l'utiliser en même temps en temps réel. Et d'ailleurs moi ce sujet-là, d'ailleurs je salue les ingénieurs qui travaillent avec nous et je m'excuse de certaines discussions qu'on a pu avoir. Il y a des fois je pousse le truc, on va dire, assez loin, et c'est eux qui me freinent, ils me disent non, on fait pas ça, parce que si on fait ça, mais la fiabilité, on va la perdre. Et je leur dis non, on rajoute ça, et eux ils me disent non,
Si tu veux que ça marche à 100%, on ne rajoute pas cette C'est partie. tout ce monde entre le projet et le produit. Ouais. Du projet, je travaille au projet, je fais du sur-mesure, où je fais un produit, le produit doit être utilisé par des millions de gens en même temps. Et c'est toujours un combat entre les deux, et forcément, quand on est créatif, on a envie d'aller dans du sur-mesure. Mais j'allais dire, Vincent, vous êtes vraiment mentaliste, vous lisez dans mes pensées, parce que la question que j'avais envie de vous poser, c'est de savoir si justement cette technologisation c'est dur à dire, cette technologisation de la magie, ça bridait pas votre créativité à un moment? Moi, je dirais que ça complexifie. En fait, moi, dans mon processus créatif, je ne sais jamais comment je vais réaliser quelque chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit qu'est-ce que tu pourrais faire, je sais pas, avec notre nouvel écran stéréoscopique, je fais, on peut faire ça, et je pense même pas à la manière de le faire. Et je fais un storyboard comme ça, un premier draft. Et après, on se réunit. Tout le monde me dit mais t'es complètement taré, on peut jamais faire ça. Et après, on pense à comment on va le faire. Et tout le temps, on trouve une solution. Plus ou moins complexe, je dois l'avouer. mais en général, on arrive toujours à ce qu'on a fait, quoi. Tech et créativité, c'est antagoniste? Je pense que l'approche de Moula est la bonne, en soi. Si on, de partir sur un story, sur des idées, et de pas de se dire, OK, je vais être limité, parce que très vite, en fait, c'est les usages qui changent. C'est les technologies, mais avec cette techno, je peux faire ça, mais ça, c'est limité, on peut faire que ça. Donc, très vite, technologiquement, en fait, quand on regarde ce qui est existant, on va tout de suite, ça va limiter sa créativité naturellement, puisqu'on va dire, je peux faire ça, ça et ça. Donc, je pense que la bonne approche, c'est de se dire, allez, soyons créatifs et on réalisera ce qu'on peut réaliser après, qui est la bonne approche d'un magicien. Mais donc, c'est la meilleure approche. Mais en soi, moi, j'aurais tendance à dire que quand on fait du sur-mesure et tout, c'est génial. Après, on peut être quand même... Moi, je me suis en tout cas senti parfois un peu limité par la technologie, surtout post-Covid, avec 4000 spectateurs en virtuel, on n'a pas forcément le son, on n'entend pas les applaudissements. Pourtant, ils sont tous en train de faire une expérience en temps réel avec un public virtuel. Donc, je pense que la technologie peut être limitante. Voilà. Et dans ce genre de contexte, moi je trouve que ce qui nous manque le plus quand on est en virtuel, c'est... Alors il y a le retour et il y a surtout, on peut faire le plus beau événement virtuel, on en a fait à 3 000 à 4 000 personnes connectées, interactif aussi avec les gens. Mais après, quand on fait à bientôt, ciao, et qu'on se retrouve avec une équipe de 4 régisseurs dans un studio, on est là genre, c'était cool. Il y a vraiment un truc humain qui manque. Peut-être que le Web 3, tu pourras arriver en hélicoptère et tu repartir en hélicoptère avec toute ta foule. C'est ça. Dans un jeu vidéo. Dans la métaverse de la magie, tu vois. Métaverse de la magie. Bon, à réfléchir, ça arrive. Absolument. Parce que c'est vrai qu'on retrouve ce genre de choses, pour avoir joué beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais ado, enfant, on retrouve ce genre de connexion en jouant à un jeu vidéo avec plein de gens connectés. Et quand on voit les succès aujourd'hui de Fortnite, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais bon, c'est trop tard. C'est incroyable. Les gens vivent une réelle expérience dans un univers, je pense qu'on peut qualifier à ce niveau-là de métaverse. Et je pense que ce genre d'expérience qui a été vraiment développé dans le milieu du jeu vidéo, ça peut vraiment apporter aussi dans la vie de tous les jours. L'expérience, l'engagement, on l'a compris, c'est vraiment au cœur de cette magie numérique. Vous êtes vraiment des magiciens, messieurs, parce que vous avez fait disparaître tout le temps de cette émission. C'est la fin, justement, de cet épisode de l'École du Futur. Merci Moula, merci Guillaume Gralet, merci Vincent Bruno d'avoir été avec nous pour pouvoir parler de cette néo-magie, cette magie qui s'appuie sur la tech. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du Futur et le handle School TV. On se retrouve très vite ici en plateau. Restez connectés.